Bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Écrire le sport. Voilà, on se retrouve pour parler toujours de sport et de culture. Aujourd'hui, nous allons parler de sport au féminin, notamment la représentation de la sportive et des femmes de manière générale dans le sport comme vecteur d'empowerment. Et pour en parler, j'accueille trois de nos invités. Alors, je vais commencer par une nouvelle recrue d'écrire le sport, c'est Assia Hamdi. Bonjour Assia. Hello. Alors Assia, tu es journaliste spécialisée dans le sport. Pour ceux qui suivent justement ce type de publication, notamment tu travailles pour Les Sportives, l'Équipe C'est Mag, ça. Phosphore, et puis tu as notamment édité deux livres chez Quelle Histoire sur les légendes de l'OM et du PSG. Et je noterai que tu n'as pas fait celui sur le club de Montpellier. J'en suis très C'était déçu. en projet, mais finalement, je sais pas, Peut-être ils pas avaient assez prévu vendeur de, encore. ouais. Non, mais c'est comme Saint-Étienne, Lyon, il y avait Lille et Lens qui Ah, étaient en prévision, et puis ça viendra, ça voilà, viendra. peut-être à l'avenir. Une autre journaliste spécialisée dans le sport, journaliste indépendante, c'est Inde. Bonjour Inde. Bonjour. Donc toi, tu es journaliste spécialisé dans le sport, notamment le football, et tu as notamment sorti un très bon dossier sur le foot napolitain dans les cahiers du football, celui qui vient C'est de ça. sortir. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et puis on le retrouve, notre américaniste qui passe maintenant à la culture manga, maître de conférence à l'université de Franche-Comté, Yann. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pourquoi on a choisi ce thème? En fait, à la création du podcast, on avait très tôt décidé qu'on voulait faire des podcasts autour du sport au féminin, dans la fiction, le documentaire. C'est quelque chose qu'on voulait développer assez rapidement, d'où cet épisode numéro 4. Forcément, cela fait lien avec ce qui se passe dans le sport au féminin depuis quelques années, avec à la fois un développement assez important du sport au féminin en termes de médiatisation, mais une médiatisation qui reste encore très précaire, assez timide, tout comme d'ailleurs le développement du sport au féminin reste assez timide et précaire. Malheureusement, la crise sanitaire actuelle Mm. nous montre que les femmes sont souvent les premières sacrifiées quand il y a des décisions budgétaires à avoir. Et en même temps, on a vu arriver au niveau des documents, biographies, autobiographies, essais et également au niveau des fictions, de plus en plus d'œuvres culturelles autour du sport au féminin, soit des sportives elles-mêmes, et on va en reparler dans ce podcast-là, ou d'une manière générale au niveau de la fiction. Donc, on va essayer un petit peu de voir où on en est, sachant que le sport au féminin, c'est une histoire extrêmement riche, mais qui pendant très longtemps a été passée Mm. sous silence, à la fois méconnue, voire oubliée. Vous verrez, c'est le cas de certaines œuvres que l'on va aborder. Et l'idée, c'est justement de redécouvrir ça et de montrer que le sport, qui a été un lieu de discrimination extrêmement important, peut aussi parfois devenir un lieu d'émancipation. Le sport, il est ce que l'on en fait tout simplement collectivement et individuellement. Alors pour commencer, ça va être Assia, notre nouvelle recrue d'écrire le sport, qui va commencer. Alors qu'est-ce que tu nous présentes, Assia? Alors, je vais vous parler du livre de Sarah Oramon. Je vais commencer par vous montrer. Ah, qui s'appelle Mes combats de femmes et qui est paru, je crois, en avril 2019 aux éditions Robert Laffont. Mes combats de femmes, c'est une autobiographie. Ça raconte la vie de Sarah Oramon. Pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle, elle a été médaillée d'argent en boxe aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, championne du monde et 10 fois championne de France. Dans ce bouquin, on découvre ses origines familiales, son enfance dans un studio de Clichy en banlieue parisienne, comment elle a découvert la boxe, comment aussi elle est venue à le pratiquer au plus haut niveau, ses études, et puis sa médaille d'argent aux JO de Rio qui font sa renommée aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? C'est un peu un hommage à sa mère parce qu'on découvre, surtout au début du bouquin, on découvre l'histoire de Sarah. On commence par ses parents. Donc
elle est d'origine algérienne. Sa mère était infirmière en Algérie, et puis après ses études, donc sa maman décide de venir en France. Elle arrive chez un oncle, elle fait des petits boulots, je vais pas tout vous raconter, mais en gros, elle a pas de papier. Elle rencontre le papa de Sarah, qui est patron de bar à Clichy, et qui cherche une serveuse. Ils se marient, et les enfants, voilà, donc ils se marient, et puis ensuite, la famille Ouramoun naît, puis Sarah, ses frères et sœurs naissent les années suivantes. Et en fait, pourquoi je parle de sa mère? Parce que j'ai eu l'impression, en lisant les premières pages, que Sarah voulait vraiment mettre en avant le fait qu'elle avait déjà dans sa famille un exemple d'empowerment, et cet exemple était justement sa maman. Parce que sa mère, en fait, voulait devenir infirmière. Elle est partie, donc elle a quitté son petit village pour aller à Oran, donc dans la grande ville de la région, pour faire ses études. Mais son père était pas très chaud pour ça. Donc ça a jasé dans le village. Alors il est venu la chercher pour essayer de la faire changer d'avis, mais elle a pas voulu, elle est restée. Puis un jour, elle est arrivée de Paris, donc elle est venue en France, et en lisant les premières pages du bouquin, on sent que Sarah a été vraiment influencée par le parcours de sa mère. Il y a un passage que j'ai retenu et que je vais vous lire, dans lequel elle explique un peu son admiration. Donc c'est à la page 15. Alors, je cite: le chemin qu'elle a parcouru de son petit village d'Amambou Adjar jusqu'à Paris est sans doute aussi exceptionnel que celui qui m'a mené de notre studio miteux jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio. Il est juste moins prestigieux. On ne remettra jamais de médaille à ma mère pour s'être battue comme elle l'a fait toute sa vie. Voilà, donc je trouvais que c'était vraiment très touchant de la part d'une championne de rendre comme ça hommage à sa maman. Donc il y a eu l'exemple d'empowerment avant sa naissance, et puis ensuite, après, durant son éducation. Alors elle a eu on va dire plusieurs obstacles, parce qu'elle est née dans une famille nombreuse. À Clichy, sa mère est soignante, son père patron de bar. Ils habitent dans un 25 mètres carrés. Voilà, donc ils sont tous un peu serrés les uns et les autres. Il n'empêche que sa mère la pousse à faire ses études. Donc Sarah est très bonne élève. Elle fait du sport, parce que sa mère aussi l'a encouragée à faire du sport, comme ses frères et sœurs. Sa mère a d'ailleurs fait du karaté. Et pendant longtemps, Sarah fait du taekwondo, et puis un jour, elle pousse par hasard la salle de boxe d'Aubervilliers après un déménagement, parce que elle veut voilà, continuer le taekwondo. Et puis, en fait, elle se rend compte que la salle de taekwondo n'existe plus. Donc, voilà, elle arrive dans sa salle de boxe, et puis finalement, elle déchante un peu au début, parce elle veut faire du pied-point, parce qu'elle pense que la vie va être dure, et qu'elle a besoin de se défendre, etc. Donc déjà, elle a cette conscience que voilà, cette idée d'empowerment, où elle va devoir vraiment donner d'elle-même pour s'en sortir dans la vie. Et puis, elle pense à toutes les situations qu'elle pourrait rencontrer, les situations où elle pourrait se faire agresser dans la rue, etc. Et voilà, donc il y a cette très jeune, j'ai senti en lisant le bouquin, cette idée dans sa tête où, en fait, elle veut mettre toutes les chances de son côté pour réussir dans la vie. Je continue sur la boxe, parce que j'ai trouvé que c'était un livre qui rendait aussi beaucoup hommage à l'empowerment des femmes par la boxe, parce que le parcours de Sarah Ouramoun, en fait, Sarah Ouramoun, dans les années 90, lorsqu'elle a commencé à pratiquer la boxe, c'était une période où la pratique féminine n'était pas très répandue, et aussi les femmes étaient interdites de compétition en France. Et en fait, au fil du livre, on découvre aussi l'évolution de la pratique de la boxe féminine en France. On découvre l'arrivée des compétitions, les championnats nationaux, aussi l'épreuve féminine qui arrive ensuite au JO. Et voilà, son parcours est un peu un fil rouge pour découvrir un peu l'histoire de la pratique féminine de la boxe en France. Et c'est aussi intéressant d'un point de vue historique. Il y a un point, on a parlé d'empowerment. Là, l'idée du podcast, c'est vraiment de parler des femmes. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé super intéressant dans le livre, c'est la place qu'ont les hommes, parce que il y a deux figures qui sont très importantes dans le livre de Sarah. C'est Saïd Benagem et Francky Denis. Et ils ont vraiment eu un rôle très très important dans son épanouissement sportif, personnel. Et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment que c'était intéressant de le signaler, parce que par exemple Saïd Benagem, donc c'est l'entraîneur des débuts de Sarah Ouramoun à Aubervilliers.
au début, quand elle arrive, forcément, les mecs sont pas très chauds à l'idée de voir une fille débarquer au club, donc ils se demandent un peu ce qu'elle fait là. Et puis en fait, Saïd Benajem la soutient, il l'encourage, il croit en elle. Alors, elle est encore qu'adolescente, et même quand sa mère a peur qu'elle se prenne des coups, parce que jusqu'ici, elle a vu sa fille faire du taekwondo, et du coup, elle a peur qu'elle soit défigurée, Saïd Benajem lui dit, ne vous inquiétez pas, madame, ça va bien se passer, etc. Et donc il croit en elle, elle le quittera pas avant des années. Et puis aussi, il est l'un des seuls à avoir cru à l'époque en la pratique féminine de la boxe en France, parce que voilà, c'était un peu quelque chose de nouveau, et il y avait un peu un conservatisme qui n'était pas forcément voilà, on n'avait pas forcément envie de voir des femmes, on avait peur qu'elles se fassent mal, etc. Et aujourd'hui, c'est l'un des clubs, alors je vérifierai les statistiques, mais je crois avoir lu que c'est l'un des clubs qui possède le plus grand nombre de pratiquantes de boxe en France. Donc, c'est un bel exemple de, de développement de la pratique féminine de la boxe. Et la deuxième personne, c'est Francky Denis. Alors, Francky Denis, c'est un boxeur. Il est le fils du coach de Sarah Ouramoun, Marcel Denis, et il devient aussi son compagnon, donc le compagnon de Sarah Ouramoun, le père de ses deux filles. Et en fait, lorsqu'il y a, en 2012, lorsque elle rate la qualification olympique, elle se dit que sa carrière est terminée, elle envisage de devenir maman, et elle pense que ce sera trop compliqué voilà, de reprendre ensuite sa carrière. Donc il y a ce choix un peu compliqué de devoir choisir entre sa carrière et sa vie de famille. Et en fait, son mari la soutient, il l'encourage, lui dit on va faire ça ensemble, on va t'amener jusqu'au JO. Et j'ai trouvé ça très, très beau, parce qu'on parle beaucoup d'empowerment par le militantisme des femmes, etc. Mais c'est aussi important en fait de mettre en avant le fait qu'il y a aussi des hommes qui se sont derrière, qui soutiennent. Et ça n'enlève pas, bien sûr, tant que ça n'enlève quelque chose au combat des femmes, mais pour montrer que c'est un combat qui n'a pas de genre, en fait. Que les hommes sont aussi impliqués, et dans l'histoire de Sarah Ramoun, comme dans l'histoire d'autres femmes, il y a aussi eu des hommes. Là, c'est le cas de Saïd Benajem et Francky Denis. Et il y a aussi d'autres sportifs qui ont eu des hommes qui ont cru en elles, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment cool de développer cette partie-là. Et la dernière chose, en fait, moi j'ai rencontré Sarah Ramoun plusieurs fois. J'ai eu la chance de la rencontrer dans le cadre de mon travail de journaliste, parce que j'ai fait 3-4 interviews. Et en fait, je me suis demandé, avant de lire ce bouquin, d'où lui venait un peu cette force mentale, parce que on a toujours l'impression, en la voyant, que voilà, c'est quelqu'un qui a, même moi, en discutant avec elle de ses projets, etc., qu'en fait, les problèmes passent sur elle, mais voilà, elle a une espèce de force, quelque chose, on a l'impression qu'elle a quelque chose de rare, d'inexpliqué. Voilà, elle a fait Sciences Po. Elle a été médaillée olympique, elle est devenue multiple championne de boxe, elle a monté sa boîte. Aujourd'hui, elle a encore des missions dans les institutions sportives. Et en fait, on se rend compte en lisant le bouquin que, à la base, elle n'avait aucun ingrédient, parce que je dis, voilà, elle est pas née d'une famille favorisée, elle n'avait pas forcément les moyens financiers pour se débrouiller, pour faire des études, pour faire une grande carrière. Et en fait, la seule chose qu'elle a, c'est sa confiance en elle. Et voilà, et c'est quand le fait de croire comme ça en ses rêves, et c'est un peu bateau de le dire, mais c'est vrai que le fait d'avoir cette force mentale, c'est aussi ce qui a fait qu'elle s'en est sortie. Et je trouve que ça rend certaines épreuves de la vie aussi surmontables. C'est qu'en lisant ce bouquin, on se dit, la réussite, en fait, elle peut être possible, parce que voilà, elle avait pas forcément de quoi s'en sortir. Et je pense que c'est un livre que je recommanderais. Voilà, je l'ai lu là pendant le confinement, où c'est une période où on est un peu tous un peu déprimés et tout. Et j'ai trouvé que c'était un livre un peu feel good, en fait. Pour les personnes qui peuvent même voilà, avoir des périodes un peu des coups de mou, et trouver une manière aussi de reprendre un peu espoir lorsque les choses ne vont pas forcément très bien. Et voilà. Ok, parfait, merci Asia. Est-ce que Inde ou Yann, vous avez quelque chose à dire sur cet excellent exposé d'Asia? Inde, Merci. peut-être? Merci. Oui. Oui, c'est un excellent exposé, ça donne vachement envie de le lire. Ma question, c'était plus dans le livre, à part son histoire personnelle qui est très impressionnante, est-ce que ça donne une vision du cadre social, de comment on arrive à être une sportive, à devoir se battre au fait
quand on est une femme dans le sport. Donc le système dans lequel beaucoup de femmes, contre lesquelles les femmes butent, au fait. Par rapport à la réussite dans la pratique de la boxe. En dehors de la boxe, c'est une femme qui est d'origine maghrébine, Ouais. c'est une femme. Donc, est-ce qu'elle passe sur le passage l'école, l'éducation, le système en fait, dans lequel elle a grandi en fait. Ouais. Comme je disais un peu au début lorsque je parlais de l'empowerment et de sa maman, c'est que elle donne vraiment l'impression qu'en fait elle a été vraiment encouragée et que sa maman a été un peu une espèce de comment dire, quelque chose qui l'a poussée vers le travail. En fait, c'est vraiment, il y a un mot qui revient souvent, c'est le travail, c'est l'effort, et en fait, on a l'impression en voyant l'image de Sarah Ramoun que c'est quelqu'un qui a mis de l'effort dans la réussite sportive et qui s'est beaucoup entraîné, etc. Mais il y a aussi la question de l'effort dans les études. Parce que voilà, elle est aujourd'hui connue comme voilà, elle a fait Sciences Po, elle a eu un diplôme, elle avait fait aussi un BTS en diététique, etc. Donc c'est pas uniquement une championne d'un point de vue physique, c'est aussi une championne d'un côté un peu plus étudiant et scolaire, universitaire. Et il y a vraiment cette origine-là, en fait, sur laquelle on peut s'interroger, de se dire, ouais, c'est une championne, l'image qu'on a d'elle dans les médias, c'est quelqu'un qui a tout réussi. En fait, c'est vraiment sa maman qui a poussé, qui l'a poussé elle et qui a poussé ses frères et sœurs à vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes à l'école. Et elle le répète souvent, je suis une très bonne élève. Et on sent aussi, voilà, que quand tu parlais tout à l'heure de classe populaire et le niveau social, etc., voilà, on sent qu'elle doit quand même quelque chose à l'école et au fait voilà, ça l'a aidé aussi à l'épanouir. Et voilà. Donc c'est vraiment la maman qui l'a vraiment encouragée. D'accord. Yann ? Le fait que ses parents étaient aussi analphabètes et qu'il y avait peut-être aussi cette envie de surmonter, voilà, de vouloir aller contre quelque chose, voilà, aller montrer une espèce de force que ses parents, peut-être que quelque chose que ses parents n'avaient pas pu avoir parce qu'ils n'avaient peut-être pas fait d'études et que du coup, par sa mère qui du coup, il y a un truc intéressant, c'est qu'elle dit oui, ma maman était infirmière en Algérie, mais lorsqu'elle est arrivée en France, en fait, elle pouvait être aide-soignante. Parce que voilà, c'était pas considéré voilà, une histoire de diplôme. Mais on sent en fait qu'il y a une espèce de précarité et que c'était le moyen de s'en sortir, c'était l'école en fait. Parce qu'au début, elle pensait pas faire carrière Au début, c'était important pour sa mère qu'elle fasse du sport justement parce que sa mère avait fait du karaté et qu'elle pensait que pour l'épanouissement des enfants, le sport était très important. Ouais, là, il y a souvent une manière de voir les choses qui relève encore aujourd'hui du sexisme. C'est-à-dire que les garçons, on leur autorise à avoir ce rêve de penser être pro, avec parfois des familles qui se sacrifient pour amener leur fils faire un tournoi à l'autre bout de la France pour être détecté, notamment dans le football, etc. Alors qu'effectivement, on va demander aux filles d'être plutôt de très bonnes étudiantes, des très bonnes élèves et de réussir par cet aspect-là et pas forcément leur autoriser, parce que déjà il y a beaucoup moins de débouchés dans le sport professionnel féminin que dans que côté masculin. Donc c'est vrai qu'il y a parfois comme ça des assignations à réussite qui sont très différentes selon qu'on soit un garçon ou une fille. Je pense que c'est vrai, mais après, je pense pas que ce soit le cas dans l'exemple précis de Sao Ramon parce que elle insistait vraiment sur le fait que sa maman ne faisait pas de différence entre ses frères et sœurs et elle, à la fois sur le plan de l'école et sur le plan des sports. C'est que je me souviens qu'en juin 2016, lorsque je l'ai rencontrée pour un article, c'était avant sa médaille olympique, elle m'avait dit que en fait, l'un de ses frères avait fait de la danse. Voilà, et qu'en fait, c'était totalement normal qu'en fait, voilà, et qu'ils testent plusieurs sports et qu'il n'y avait pas cette histoire de genre. Voilà, les sports n'étaient pas genrés et une fille et un garçon pouvaient faire les mêmes sports. Mais effectivement, c'est vrai que
Bah, on le retrouve même dans le sport professionnel chez les femmes, c'est que quand vient le moment de la reconversion, et ben, on demande, les athlètes doivent malheureusement avoir un niveau d'études plus élevé que les garçons parce que la reconversion est plus difficile on le voit aujourd'hui. Par exemple, il y a eu l'exemple d'Alison Pinault qui a dit qu'elle reprenait, joueuse de handball de l'équipe de France de handball, qui reprenait des études justement parce que reconversion, c'est un peu compliqué lorsqu'on est une femme. Quand on est une athlète, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce décalage lorsque se pose la question du sport professionnel, enfin du sport de haut niveau. Yann? Il y a aussi il y a deux choses moi, que je voulais souligner. C'est dans ces bouquins-là, les autobiographies d'athlètes, souvent il y a une sorte d'écho entre le commun et l'exceptionnel. On attend de ces ouvrages-là un parcours exceptionnel. Et dans ces ouvrages-là, généralement, les athlètes montrent des parcours communs, enfin en quelque sorte, en tout cas un cadre commun, d'où émerge l'exceptionnel. Et là, tu le montres parfaitement avec la mère qui aide la fille à se développer, etc. La fille qui fait un parcours extraordinaire, mais ça montre que du commun peut naître l'exceptionnel. Mais alors là, il y a deux choses aussi qui entrent en tension, c'est que à la fois, c'est la feel-good story avec l'élévation, l'ascenseur social, etc., grâce à la valeur travail, etc. Mais il y a aussi derrière tout un système. Ça dévoile aussi le système qui est fait pour, au contraire, avoir l'effet inverse. Et c'est ces personnalités-là qui viennent casser, qui viennent briser ces plafonds-là. Et donc, c'est toute la tension de ces histoires-là que tu montres bien, quoi. C'est-à-dire qu'elle fait face à plein d'obstacles. Et puis, il y a des agents qui l'aident, que ce soit un coach, la mère, etc., pour finalement réussir. Et mais ça n'occulte pas non plus le fait que... Voilà. Ouais, effectivement. Alors, moi, ce que je trouvais ce que je trouve intéressant dans l'image que véhicule Sarah Warmoon ou Estelle Mosley, par exemple, c'est très différent de ce que la fiction de la boxe, qui est pas très fournie en films sur les boxeuses, mais bon, il y en a deux assez importants qui sont Girl Fight avec Michelle Rodriguez et puis Million Dollar Baby de Clint Eastwood, où effectivement on a ce côté, en fait, on a l'impression qu'on transpose l'idéal du boxeur, celui qui vient des quartiers populaires, qui a faim, qui est un peu méchant, surtout avec Michelle Rodriguez dans Girl Fight. On a transposé cette image-là dans les films, dans les fictions de boxe au féminin, alors que Estelle Mosley et Sarah Warmoon, même si elles viennent effectivement parfois de quartiers populaires avec de la précarité, des difficultés sociales que l'on peut connaître, sont pas du tout dans ce registre-là, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas des genres de personnes féroces, de Mike Tyson au féminin qui détesterait la vie finalement, et puis ça se retrouverait dans le... C'est vraiment autre chose qui est, je trouve, véhiculé, qui finalement, je trouve, est très différent de ce que la fiction peut nous vendre, sachant qu'elle reste quand même encore très limitée sur les sports de combat et arts martiaux au niveau féminin, parce que par exemple avant Girl Fight, qui je crois du début des années 2000, bon, la référence était Karate Kid, d'ailleurs avec la même actrice que Hilary Swank, la même actrice qu'avec de Million Dollar Baby, donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Et puis en revanche, là aussi l'autre parallèle qu'on peut faire, c'est quand même de ces portraits-là, ces championnes-là qui deviennent des vrais modèles, des rôles modèles, comme on peut le retrouver aux États-Unis, notamment avec le MMA, je pense à Ronda Rousey particulièrement, où quand même ça ouvre la voie à une autre manière de percevoir les femmes combattantes, et donc forcément les femmes dans la société, alors que pendant très longtemps, et tu l'as dit par rapport à l'arrivée très tardive des championnats de boxe féminin, pendant très longtemps, la femme, c'est l'être qu'il faut protéger, l'être qu'il faut éloigner de la violence, celle qui peut se blesser. Et je dis ça, mais même dans le baseball, on a eu ce genre de commentaires quand on a décidé d'ouvrir le baseball aux femmes. Il fallait les protéger parce que, attention, c'est un sport d'homme, ça peut les blesser. Mais c'est drôle parce qu'il y a encore des sports, on a l'impression que ça date des années 10, des années 20, parce que sur certains sports, on avait un peu des clichés, dire que par exemple le vélo, ça pouvait rendre les femmes stériles, et que du coup, il valait mieux pas qu'elles en pratiquent. Mais il y a aussi ce qui est assez étonnant, c'est de voir qu'il y a encore eu récemment, si on ne parle pas de la boxe, mais il y a encore eu récemment des tabous, enfin des obstacles qui ont
qui ont été cassés dans des disciplines comme par exemple le saut à ski, qui est devenu, qui n'était pas, il n'y avait pas d'épreuve féminine jusqu'à, il me semble, si je dis pas de bêtises, 2014, parce que bah voilà, les femmes ne veulent pas faire du saut à ski, et puis il y a eu une levée de bouclier des athlètes, et c'est incroyable de se dire qu'en fait il y a encore des sports sur lesquels il y a eu des blocages encore. On se dit qu'on a quand même évolué, mais il y a encore des petits verrous à casser, malheureusement. Alors, est-ce que Inde ou Yann, vous avez des choses très rapides à dire encore? Parce que sinon, on passe aussi. Je dis ça parce que le temps avance. Non, Asia a super bien présenté. Et là, j'étais à l'instant en train de me dire il faut que je l'achète. Ah oui, donc en plus, chargé de communication, Asia, pour Sarah Oramune. Mais en plus, on n'est pas très loin, donc si tu veux, je te le prêterai. Ah bah oui, on se voit bientôt. Oui. Alors, justement, on va aller sur une autre autobiographie, donc je te laisse la parole, Yann. Oui, alors moi je voulais vous parler non pas d'un livre, mais d'une révolution, chers amis. En fait, de 2 livres. Là, on a parlé de boxe pratiquée par les femmes, qui est effectivement quelque chose qui cristallise beaucoup de choses sur les questions de genre et de sport. Un des autres sports, c'est évidemment le soccer, le football. Ouais. Où il se passe énormément de choses historiquement autour justement du football pratiqué par les femmes. Et c'est un des sports emblématiques en termes d'empowerment de la sportive, indéniablement. En France, on a un livre qui, à mon sens, fait date. C'est le livre, l'autobiographie de Melissa Plaza, qui est sorti récemment, Pas pour les filles, dans le sens où c'est un livre qui met en lumière énormément de problématiques qui sont rencontrées à la fois par les femmes dans la société et par les sportives dans le cadre du monde du sport. Et en plus, elle le fait avec c'est un travail de pédagogie en plus, parce que c'est une chercheuse, elle a vraiment une approche pédagogique et intellectuelle fascinante, et elle mêle le récit de vie et cette approche intellectuelle, et c'est vraiment un livre remarquable qui permet de sensibiliser le public à toutes ces problématiques, et qui, selon moi, se rapproche beaucoup de l'autobiographie de sportifs et sportives telles qu'elles sont écrites aux États-Unis. Ça m'a fait penser à ce que Billie Jean King a pu écrire, ou Serena Williams, ou encore Abby Wambach, la joueuse de foot. Et donc, si Melissa Plaza, ou en France, on est sur la sensibilisation, et donc quelque chose de très vibrant. Aux États-Unis, il semblerait qu'on est sur le pas de plus, le next step, si vous voulez, en quelque sorte, sur le registre de l'action. Et Abby Wambach, justement, après avoir sorti son autobiographie, elle a sorti un manifeste, ce que je qualifierais de manifeste. Donc, le titre, c'est Wolfpack, How to Come Together, Unleash Our Power and Change the Game. Alors, en fait, voilà, c'est un livre qui est très court, mais c'est vraiment un manifeste où elle décrit, en fait, le next step, selon elle, qui est la prise de pouvoir, tout simplement. Et c'est assez fascinant en tout point, vraiment, c'est un livre remarquable. Tout d'abord, ce qu'elle fait plusieurs choses. Elle montre qu'elle non plus est plus qu'une athlète. Vous savez, c'est quelque chose qui se dit beaucoup en ce moment, LeBron James, etc., more than an athlete. Abby Wambach, elle dit ça. Je ne suis pas qu'une athlète, et justement, ma seconde vie, puisqu'elle a pris sa retraite sportive en 2015, ma seconde vie, maintenant, je suis face à un match qui est bien plus important et bien plus large, avec une équipe. Elle a une formule qui est extraordinaire. Elle dit, mon équipe, maintenant, c'est plus 22 filles. Mon équipe, c'est toutes les femmes du monde entier. Et donc, elle part sur cette image-là. Et un autre point qui est fascinant dans ce livre, c'est qu'elle dit les choses telles qu'elles sont, avec une honnêteté brutale et qui est rafraîchissante, et qui montre aussi une particularité du ton employé par certaines sportives aux États-Unis. Je pense évidemment à Megan Rapinoe, mais pas que. Et Abby Wambach, elle est brutally honest, comme diraient les Américains. Elle parle en parlant de l'Amérique, que ce soit la gouvernance américaine, puisque le livre est sorti en 2019, donc évidemment Trump, etc. Ouais. Elle parle de la misogynie, le racisme, la masculinité toxique, la suprématie blanche, les façons de penser archaïques à propos du genre, de la race, issues of class, sexuality, environment, etc. Enfin, elle est vraiment, elle attaque de front les problématiques. Elle ne louvoie pas comme dans beaucoup d'autobiographies sportives. Là, au contraire, dans ce livre-là, elle est vraiment frontale, et elle a raison de l'être d'ailleurs. Ce qu'elle fait aussi,
dans son livre, c'est de mettre fin au statu quo, ou en tout cas, elle appelle cette fin de statu quo. Elle parle des old rules et des new rules. Donc, elle va évidemment définir de nouvelles règles. Les anciennes règles, à chaque fois, c'est le discours de l'hégémonie masculine qu'elle reflète en petites maximes et qu'elle vient démonter avec des nouvelles règles où évidemment il ressort la nécessité d'empowerment des femmes, d'agency aussi, une sorte de pouvoir politique qui se reflète à travers de multiples choses. Elle utilise énormément le terme de sororité, de pouvoir de la femme, etc. Mais malgré tout, son discours, il est universel. Moi, je l'ai lu. Et franchement, il y a énormément de choses qui ont résonné en moi et qui m'ont inspiré. Et je pense que ce livre peut inspirer vraiment tout le monde, absolument tout le monde. Et notamment, elle a un propos sur la notion de leadership qui est vraiment fascinante, où elle parle de la propension à élever des leaders qui sont là pour dominer les autres et pour créer des followers, des gens qui vous suivent, alors qu'elle, elle n'est pas du tout dans ce registre-là. Elle dit que non, un leader, ça peut être simplement quelqu'un qui aide les autres et qui met les autres au même niveau que lui. Et ça j'ai trouvé ça, que c'était une image assez forte et qui vient totalement contrebalancer les images d'hégémonie masculine qu'on a dans la société ou même au plus haut niveau des différents États. Bref, selon moi, ce livre, en fait, en le lisant, je me suis dit, mais c'est comme une proclamation d'émancipation, en fait. C'est vraiment, ça respire ça, une proclamation d'émancipation pour toutes les femmes, les sportives, mais pas que, vraiment toutes les femmes. Et elle a une image qui est assez fascinante. Elle parle du petit chaperon rouge. Donc voilà, elle compte. En disant que voilà, le petit chaperon rouge doit bien suivre le chemin, et puis quand elle ne suit pas le chemin, qu'est-ce qui se passe-t-il? Le grand méchant loup, tout ça, les problèmes. Voilà, et donc les femmes sont cadrées et conservées justement dans une posture dominée, etc. Et elle dit non, nous, les femmes, nous devons devenir le loup. Et j'insiste sur le loup et non pas la louve qui a une image beaucoup plus maternelle, blablabla, on vient casser ça. Non, on est la meute de loups. Et c'est à nous de prendre le pouvoir et on peut le faire à travers plein de choses. Et aussi, elle dit que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il ne s'agit pas de montrer que le changement est nécessaire, il s'agit d'exiger le changement. Donc voilà, vous voyez comment on passe de regarder tous les problèmes et il faut y faire face. Non. Maintenant, on exige le changement et on le fait à travers, par exemple, ce genre d'ouvrage. Alors, dans les 8 règles, bon, malheureusement, voilà, on va aller vite, mais les 8 règles que je vais passer très rapidement, je te promets, Gaëtan, je te vois de changer de couleur. Mais voilà, c'est l'idée de construire son propre chemin, certes être reconnaissante par rapport à ce qui nous entoure, mais exiger ce qu'on mérite. Donc voilà, l'idée de ne pas être sans arrêt dans le remerciement, mais plutôt dans l'exigence. Donc là, le côté leader que j'ai expliqué. L'idée d'échec, d'autoriser l'échec pour les femmes, parce que l'échec est autorisé pour les hommes, mais beaucoup moins pour les femmes. Ça, elle insiste sur ce point-là. L'idée alors elle parlait de sororité, mais l'idée de se soutenir les uns et les autres, et de penser que justement souvent, elle dit, j'étais souvent la seule femme dans la pièce. Et du coup, ça crée cette idée d'être seule face aux autres. Et là, elle dit non, vous êtes toutes portées par les autres femmes et on doit justement être les unes derrière les autres pour se soutenir, pour faire groupe, croire en soi. Il y a plein de choses vraiment extraordinaires. Mener avec humanité et cultiver des leaders et non pas rabaisser les gens pour en faire des followers. Et justement, la dernière, la 8e règle, c'est tu n'es pas seul, tu as ta meute avec toi. Et là, vraiment, il y a l'idée d'un combat global, mondial qui se mène, qui est mené par les sportives qui prennent la parole. Et évidemment, alors il y a aux États-Unis toute la question de equal pay entre l'équipe masculine et l'équipe féminine de foot. Donc ce livre, il est extrêmement important. Je vous invite à le lire, il est extraordinaire. Et il ne donne qu'encore plus envie de lire le livre qui se profile, qui sera celui de Megan Rapinoe, qui va sans doute sortir bientôt. Et qu'on attend tous et toutes avec impatience, parce que vraiment, elle a début octobre. Début octobre, voilà. Oui, c'est parti. Il a été annoncé il y a quelques jours. Donc voilà, on l'attend parce qu'il sera sans doute dans la même veine. Et c'est intéressant de voir comment les récits, les livres écrits par ces athlètes contribuent au changement véritable. Voilà. Super. Merci Yann. Tu as fini, c'est bon? On va plus te réinviter, c'est fini.
Non, je plaisante. Moi qui suis C'était bavard en passionnant. plus. Est-ce que, alors, Inde et Asia, est-ce que vous l'avez lu? Alors moi je l'ai pas lu, hein, mais est-ce que vous les avez lus Je l'ai pas ces lu. livres, hein? Je l'ai pas lu, mais Non, je par l'ai pas contre, lu. Et celui de Melissa Plaza? non. Je l'ai, mais je l'ai pas Ah, encore. J'ai pas ça encore lu. ça va pas lui Mais faire du coup, plaisir parce ça. que Ouais, on l'a interviewé, Fred ouais. de l'association Écrire au sport, l'a interviewé cet après-midi même, et donc du coup, je pense que l'interview va sortir un peu avant ou un peu après notre podcast. Ok. Du coup, Bon, bah. est-ce que vous souhaitez Euh, réagir? Bah, Alors en fait, peut-être Inde, parce que je vas-y. la vois pas. Ouais. Vas-y, Asia. Non, vas-y. J'ai En assez fait, parlé. ce qui est super intéressant, c'est justement, on a l'habitude des autobiographies, des biographies, où on est au niveau individuel. Et c'est très bien, parce que les histoires mises bout en bout et chacune d'un côté, ça s'adresse une image, et c'est toujours très inspirant. De passer au next step, comme tu disais, Yann, sur un plan collectif. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des constats, on a tout notre vécu en tant qu'athlète femme. Et maintenant, en fait, c'est presque exaltant, en fait, rien que d'en parler, du fait de se dire, maintenant, on passe à ce niveau où collectivement, en tant que femme sportive, on peut agir. Et ça, c'est super inspirant. Ça me donne vachement envie, au fait, de lire. Asia? Ouais, moi c'est en fait en écoutant Yann parler, je suis d'accord bien sûr avec ce que In vient de dire, c'est que on remarque qu'il y a quand même une espèce d'évolution et que alors c'est peut-être aussi, est-ce que c'est propre aussi aux États-Unis? La question que je me suis posée, c'est effectivement le point de vue d'Abby Wambach est soutenu par quelqu'un qu'on connaît désormais un peu plus en France. C'est tu l'as dit, c'est Megan Rapinoe. Cette idée d'empowerment, cette idée aussi d'utiliser sa voix pour militer pour des causes sociales. Bah voilà, le genou à terre de Megan Rapinoe par exemple. La question par contre que je me suis posée, c'est comme tu as parlé aussi de Melissa Plaza et que on est quand même en France, c'est quand est-ce qu'on verra ce genre de choses en France? Parce que c'est vrai qu'on est les États-Unis, sur le plan du football au féminin, sont quand même vraiment en avance. Et je suis pas très optimiste sur le fait qu'on verra bientôt une joueuse de l'équipe de France, par exemple, prendre des positions sur ce type de sujet, même si effectivement des questions comme le Black Lives Matter, etc., la question de la place de la femme dans le sport, ok, mais là, avec l'exemple d'Abby Wambach, on est vraiment au-delà, à parler de suprématie blanche, parler de la sexualité aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'homosexualité, de l'homophobie, du fait que, par exemple, il y a beaucoup du lesbianisme dans le football au féminin. En France, ça reste encore un sujet tabou. Donc, c'est vrai que je ne sais pas si c'est ce que Abby Wambach voulait dire lorsqu'elle parle de Next Step, mais les États-Unis, sur le plan de l'utilisation du sport comme outil d'émancipation de la sportive et de la femme, sont peut-être beaucoup plus en avance par rapport, enfin, quand on compare avec notre pays, pour le moment en tout cas, je pense. Mais au fait, au niveau même quand on parle d'homophobie, on voit que même chez les hommes, on n'en est pas encore là, au fait. Oui. Bon, ça, c'est international, par contre. Mais c'est intéressant ce que tu dis à ça, parce que moi j'ai vraiment pensé à ça pendant l'exposé de Yann, mais sur les différences, en disant par exemple quand il dit le livre de Melissa Plaza, il sort du lot par rapport aux autobiographies qu'on peut avoir en France. Mais d'une manière générale, effectivement, dans les prises de parole, tu as raison, c'est très différent. Moi j'ai des souvenirs d'interviews, je crois, de Laure Boulot, de Gaëtane Tiné, où par exemple elles reviennent sur l'idée d'être féministe. Alors Oui, que comme si les c'était un joueuses, gros mot. Oui. voilà, comme si c'était un gros mot, comme si fallait pas être trop marqué politiquement dans le sport français, dans le football français, alors que effectivement, les joueuses américaines, elles expriment leurs idées, y compris leurs idées qu'on pourrait considérer pour certains radicales, d'autres tout à fait normales, mais on n'est pas du tout sur la même expression et sur la même légitimité. Alors je pense qu'effectivement aux États-Unis,
les footballeuses américaines ont gagné leur légitimité à la le poids fois parce que économique n'est pas le même. Oui. voilà, le poids économique est différent parce qu'en plus elles ont gagné au niveau international. Il y a le soccer est très développé au niveau universitaire et puis pour le championnat Même de féminin. l'école. C'est vrai qu'en France, on a l'impression qu'elle manque de légitimité, mais c'est pas, je pense, d'ailleurs propre qu'au football. Et donc du coup, je pense qu'elles hésitent beaucoup. Moi, parce que je trouvais ça quand même bizarre que sur l'ensemble des sportives françaises, il n'y en ait pas quelques-unes quand même qui soient sur les positions d'Ambi Wambach ou de Mégane Rapinoe. Mais peut-être qu'elles ne s'autorisent pas à avoir ce type de discours parce qu'en France, ça reste très mal vu. Et même, il a fallu, je pense, attendre Black Lives Matter pour qu'en France, certains sportifs, notamment, je pense par exemple à Tsonga, dernièrement dans le tennis, pour qu'ils aient des prises de position qui soient inhabituelles pour eux. Et jusqu'à présent, ça restait quand même extrêmement limité à des gens comme Cantona ou vraiment des individualités très spécifiques. C'est surtout qu'en plus, là, pour revenir sur l'exemple que tu donnes, celui du Black Lives Matter, c'est l'impression, si on compare avec Mégane Rapinoe, parce qu'il y a plusieurs athlètes qui ont posté effectivement des carrés noirs sur leur... Enfin, françaises en tout cas, qui ont posté des carrés noirs, etc., sur leurs réseaux sociaux et tout, pour dire qu'elles soutiennent le mouvement. Mais ce qui est en train de naître avec... Il y a deux choses à distinguer, parce que si on ne reste pas sur les femmes, on parle du sport de façon plus générale. On a d'un côté les exemples comme Kylian Mbappé. Est-ce qu'ils ne s'inscrivent pas plus dans une espèce de je vais pas dire de mode, mais finalement, une espèce de contrainte où finalement, il y a eu le fait que ce mouvement se soit tellement imposé, c'est que du coup, les athlètes qui ne réagissaient pas avaient risqué de se faire enguirlander, on risquait de leur dire oui, mais tu soutiens pas le mouvement, pourquoi tu mets pas un carré noir sur ton Twitter, etc. Et du coup, on sait plus vraiment qui le fait de bon cœur. Alors que si on prend l'exemple de Mégane Rapinoe, à l'époque, comme un exemple hors sport féminin, Colin Kaepernick par exemple, eux ont quand même pris un risque dans leur carrière. Un autre exemple qui est pas sur le Black Lives Matter, mais Maya Moore par exemple, une joueuse de basket américaine qui a mis sa carrière entre parenthèses pour soutenir un Afro-Américain qui a été accusé d'avoir cambriolé une maison et qui a été mis en prison pour ça sans aucune preuve avérée, sans trace ADN ni rien. Voilà, elle a pris quand même un risque parce qu'elle a mis sa carrière en péril. Est-ce que en France, je suis pas sûre qu'on en soit effectivement, la question du poids, enfin, la cause principale, je pense, c'est cette histoire de poids économique, parce que aux US, voilà, le foot du côté des filles, mais ça remplit des stades, quoi. En France, on n'en est pas encore là, malheureusement. Mais ça commence quand même, C'est vrai. Sur d'autres fronts. Sur la Ligue des Champions, ouais. Ouais. Mais aussi la parole, elle commence à être bien prise par rapport aux abus sexuels. Les sportifs, il faut commencer quelque part et ça commence. Et moi, je suis quand même optimiste. Je pense que ça viendra. Déjà, c'était impensable pour ces sportifs qui aujourd'hui parlent des violences, des viols et des abus qu'elles ont subis. Pour moi, la vanne, elle s'est ouverte et ça va finir par prendre. Parce que ça commence comme ça, on commence par parler d'un sujet et puis les autres sujets vont suivre. Et juste une toute petite note sur ce que tu as dit, sur les raisons pour lesquelles des sportifs vont se prononcer. J'ai envie de dire, est-ce que c'est tellement important de savoir pourquoi est-ce que Kylian Mbappé prend la parole par pression, comme tu as dit, c'est fort probable. Est-ce que c'est tellement important de le savoir parce que finalement, c'est des gens qui ont une grosse audience. Et finalement, ce qui est important, c'est peut-être surpasse au fait l'intention. En fait, l'action surpasse l'intention. Finalement, ils prennent la parole et que ce soit parce qu'ils sont profondément engagés ou parce que c'est un peu quand même de la pression. Tant que ça va dans le bon sens, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr. Yann ? Alors, il y a plusieurs choses. On parlait de légitimité tout à l'heure. Selon moi, justement, ça, c'est une grosse problématique. On doit attendre, les femmes, les sportives doivent attendre de gagner pour devenir légitimes à quoi que ce soit. Et ça, c'est pas normal.
Ça, c'est pas normal. Donc, elles n'ont pas besoin de l'emporter pour pouvoir décrire quelque chose qui ne va pas et tenter de le changer. Ensuite, aux États-Unis, il y a une tradition de prise de parole politique, notamment chez disons, les populations qu'on va qualifier de vulnérables, c'est-à-dire les minorités ou bien même les femmes dans le cadre des États-Unis, qui est quand même basé sous l'égide de l'hégémonie masculine avec de la misogynie, du sexisme, etc. Aux États-Unis, il y a eu des prises de parole, c'est la tradition. Par les athlètes afro-américains, il y a toute une tradition de prise de parole politique. Chez les athlètes féminines, Billie Jean King par exemple, voilà. Enfin, il y a il y a une grosse tradition aussi de ce côté-là. En France, on a une tradition de considérer l'athlète véritablement comme un athlète juste un corps et pas du tout de cerveau. Okay, ça, c'est la tradition. Il y a des personnalités qui ont cassé cette image-là, notamment, on peut citer Lilian Thuram, qui est quand même l'une des personnalités sportives à avoir contrecarré cette image-là. Et d'ailleurs, ça lui retombe souvent dessus lorsqu'il prend la parole, pourtant en des termes choisis. Donc là, ce qui est intéressant, aussi, il y a deux choses, à mon sens, c'est que le combat maintenant, il est tellement mondial, et même la propagation de cette parole politisée est devenue mondiale des athlètes. Quand LeBron James, quand Colin Kaepernick fait quelque chose, ça touche tout le monde. Kylian Mbappé, il a grandi en regardant LeBron James. Il a vu I Can Breathe au moment de Eric Garner, il a vu Trayvon Martin, etc. Toutes ces informations-là nous sont parvenues en France, chose qui n'était pas le cas par le passé. Donc Kylian Mbappé, d'ailleurs, il a pris position d'abord sur une situation américaine, et c'est tout à fait signifiant, parce qu'il est au fait de ce qui se passe aux États-Unis. Et ça soulève aussi l'importance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux changent tout en termes de communication, c'est-à-dire que maintenant, les athlètes ont la parole et ils peuvent s'adresser directement au public, ils n'ont pas besoin d'avoir une interview, etc., même si les interviews sont importantes et le rôle des journalistes est essentiel, mais avec toute l'histoire justement d'un journalisme plutôt biaisé, la prise de parole maintenant directe sur les réseaux sociaux change la donne. Rapidement, petite parenthèse sur le journalisme, quand on parlait des footballeuses, en 2011, il y a leur parcours à la Coupe du Monde qui les rend extrêmement célèbres, elles sont mises en une de l'équipe, elles passent sur D8 ou W9 à l'époque, que sais-je, mais les commentaires étaient intéressants. Quand vous voyez les matchs États-Unis-France, les États-Unis, les femmes athlètes américaines étaient décrites comme des hommes. Abby Wambach, quand elle frappe fort, on dit c'est un homme. Et la petite française, on dit ah oui mais non, la petite française elle est fraîche, elle fait attention, elle s'apprête, etc. Elles sont obligées de se positionner à travers une certaine image de la féminité. Et là, au fur et à mesure, ça change. Maintenant, on a par exemple Melissa Plaza qui écrit sur le body shaming, etc., qui écrit des choses extrêmement importante pas pour les filles, et qui maintenant fait plein de choses aussi sur les réseaux sociaux, des interviews où elle parle de sujets extrêmement intéressants, extrêmement variés, et des choses qui n'apparaissaient pas avant dans les médias. Donc il y a un changement de paradigme, mais par rapport aussi, il y a d'autres choses, les réseaux sociaux par exemple, il faut suivre par exemple ce que fait Béatrice Barbus, qui est vraiment dans l'action, qui est une personnalité remarquable, ou encore le site des dégommeuses qui font extrêmement de choses. Enfin voilà, maintenant à travers les réseaux, on a une montée de ces paroles-là qui sont non seulement dans la sensibilisation mais aussi dans l'action. Et donc, ces choses-là vont en appeler d'autres, etc. Donc, effectivement, on est à un moment vibrant et espérons que ces choses-là vont porter encore plus loin. Ouais, mais je trouve que actuellement, dans les écrits ou dans les œuvres filmées, on a encore en France quand même un discours, je dirais, une sorte de rôle modèle soft, un peu comme pour Sarah Oramoun, c'est-à-dire de montrer quelque chose de très positif, mais pas de clasher. Là où effectivement le next tape américain, et c'est vrai, tu as raison, c'est une tradition, fait que on peut aller beaucoup plus profondément au fond des choses, même si ça fait débat. Parce que certains athlètes, je pense par exemple, on avait parlé sur un précédent podcast avec Jackie Robinson, mais on a beaucoup reproché à l'époque où Jackie Robinson a cassé la color line en MLB, de ne pas avoir de prise de position avant sa retraite sportive, où là il est devenu beaucoup plus radical dans son discours, et c'est quelque chose qui par exemple dans certaines communautés opprimées, ostracisées, de savoir est-ce qu'en gros on est un rôle modèle pour faire changer les choses, ou est-ce qu'il faut aller au clash? Est-ce qu'il faut avoir un discours beaucoup plus militant pour faire bouger les lignes? C'est vrai qu'en France, ceux qui vont bouger les lignes, on va dire de manière un peu plus radicale, c'est ceux qui sont soit dans le sport amateur, comme les dégommeuses,
soit qui sont autour du sport, effectivement, comme Béatrice Barbus. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué une fois que ça n'excuse rien, mais effectivement, il y a des sportifs qui se retrouvent un peu dans une situation où il y a des enjeux économiques, il y a des sponsors qui les suivent, ils ont des clubs, ils ont une fédération, ils ont etc. Et je ne sais pas si ça justifie la différence avec par exemple les États-Unis, mais c'est vrai que par exemple, il y a des sportifs pour qui c'est très compliqué de s'engager politiquement et ce qui fait que certains sortent un peu du lot, comme un exemple, Vicage Dorasso, qui du coup, voilà, maintenant est plus dans le militantisme, dans le politique aussi. C'est quand même compliqué pour un sportif de se dire, une fois que j'arrête ma carrière, bon, ben voilà, avant même d'arrêter la carrière, parce que une fois qu'on a pris sa retraite, effectivement, on peut se laisser tenter de rejoindre certaines ses convictions politiques, mais la difficulté, c'est de le faire pendant qu'on est encore engagé avec un club, engagé avec une sélection nationale et au risque de se faire écarter. On a parlé de Mbappé tout à l'heure. Là, viennent de passer les municipales. Il est allé voter. Oui, il c'est en vrai. a parlé au fait sur les réseaux sociaux. Il a affiché au fait, à dire un soutien politique sans cacher au fait. Alors, Inde, comme tu as la parole, je vais te la laisser parce que je vois que le temps file et donc je vais te laisser la parole pour nous présenter ton œuvre et on va toujours rester dans le football. Oui, alors j'ai choisi le film de Jafar Panahi, Offside, hors-jeu en français, qui est sorti il y a déjà un bon moment en 2006 et qui raconte, ça contraste avec les œuvres que vous avez choisies parce que d'un coup on est propulsé de l'autre côté dans l'univers des supporters et des supportrices en l'occurrence. Qui raconte l'histoire d'un groupe de filles qui ont décidé d'aller voir un match de qualification en Coupe du Monde entre l'Iran et Bahreïn et qui se font stopper au fait devant le stade. Alors, j'ai choisi ce film en particulier, je l'ai regardé plusieurs fois, j'ai écrit dessus, parce que je trouve que ça a beau être une fiction, c'est réalisé de telle manière que ça rend un réalisme presque documentaire. Sans spoiler, donc si vous voulez le regarder, l'histoire commence avec une jeune fille, comme beaucoup d'Iraniennes fans de football, qui se déguise en garçon pour pouvoir rentrer au stade. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jafar Panahi, c'est un réalisateur qui était sous le coup de plusieurs restrictions. Il a eu plein d'embrouilles avec la justice, etc. Il n'avait pas les libertés de filmer. Il a choisi, au fait, pour son casting, que pas des acteurs professionnels, que des amateurs et des amatrices pour rendre la chose plus réelle. Et l'histoire, elle commence d'emblée, une fille qui est grimée en garçon pour pouvoir aller au stade. Elle monte dans un bus, elle va au stade Azadi de Téhéran, un stade immense, 100 000 places remplies que d'hommes. Et elle se fait attraper et on la met avec d'autres filles qui, elles aussi, se sont faites attraper, juste en dehors du stade, juste accolées, à tel point qu'il y a une porte à côté où on pourrait voir le match et elles sont juste à côté. Et donc, le film est venu à Jafar Panahi, notamment parce que sa fille, au fait, avait essayé elle-même de rentrer au stade pour aller voir un match de football et elle n'avait pas pu. Et donc, tout le film, il y a très peu de plans. On se focalise sur ce groupe de jeunes filles et leurs histoires personnelles, ce qui amène au fait qu'elles souhaitent à tout prix rentrer dans ce stade. Et là, il y a une finesse des dialogues où on voit qu'elles connaissent leur sujet, qu'elles aiment le foot, qu'elles sont passionnées. Elles sont passionnées à tel point qu'elles ont pris des risques. Et ça se transpose dans une réalité qui est assez brutale, au fait, et qui est aujourd'hui, depuis le film est sorti en 2006, on est en 2020, l'année dernière, il y a eu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler,
Blue Girl. Blue Girl, c'était une supportrice qui s'est grimée au fait pour rentrer au stade. Et elle a pris en premier jugement 6 mois de prison ferme. Et par désespoir, au fait, elle s'est immolée devant le tribunal et elle est décédée. Donc entre 2006 et 2019, le sujet des femmes dans les stades en Iran est toujours d'actualité. Et ce film, de tel fait que ce film, on peut le regarder aujourd'hui, presque rien n'a changé, à part que l'année dernière, un mois après l'immolation de Blue Girls, qui s'appelle, je vais vous dire le nom, Sahar Khudayari, les femmes ont été autorisées à rentrer dans un stade, mais avec des séparations de grillage et entre elles. Et ce qui m'a touchée dans ce film, c'est que le réalisateur, au fait, lui, c'est un homme et il se met en retrait. Il se met tellement en retrait qu'on a l'impression de voir des témoignages de femmes tellement réalistes que ça transmet, au fait, la violence que subissent les femmes qui aiment le sport, qui aiment le football et le sport en général en Iran. Donc voilà, au fait, à peu près, donc, sans spoiler, tout l'intérêt du film est dans la parole qui est donnée à ce groupe de jeunes filles. Et on voit, au fait, elles ne sont pas dépeintes comme des oies blanches en plus. C'est des badass. C'est des filles qui ont peur de rien. Elles provoquent, parce qu'elles sont gardées, au fait, par trois types de la sécurité qui sont eux aussi paumés, au fait. Ils ne savent pas trop, au fait, pourquoi ils sont en train de retenir ces filles. Ils savent juste qu'ils doivent faire. Et donc, il y a un peu de comédie. C'est un peu, comme disent les Anglais, bittersweet. Parce qu'il y a une comédie, parce que les filles, elles connaissent leur foot. Elles sont en train de dire « Ah, mais j'ai entendu au son du ballon, ah, ça doit être tel joueur qui vient de marquer, etc. » Bref, j'ai trouvé que c'était superbement bien fait. On en parle souvent comme d'un petit film, mais moi, je considère, je le mettrais presque dans c'est puissant tellement, en fait, c'est dépouillé pour se recentrer, au fait, juste sur le sujet lui-même. Merci beaucoup, Inde. Eh ben, je vais laisser Asia et Yann réagir. Ou alors, je commence, attention. Non, vas-y, Asia. Ouais. Ah, non, alors moi, j'ai trouvé ça... alors déjà, super exposé, ça m'a là aussi donné envie de le voir. Je trouve ça intéressant, notamment deux points. C'est celui déjà du point de vue des supportrices qu'on peut retrouver dans l'histoire du sport, parce qu'effectivement, le fait que les femmes soient présentes sur un terrain, c'est extrêmement important, mais aussi quelle est leur place dans les tribunes ou dans les à côté du sport. Moi, dans le sport que je connais le mieux, qui est le baseball, c'était une question qui était assez prégnante pendant toute l'histoire du sport, parce que les femmes étaient acceptées dans les tribunes, mais elles devaient elle devait être là en apparat, en fait, au bras d'un homme pour lui servir quelque part de trophée ou de compagnie. Mais en revanche, dès qu'une femme venait pour elle-même, pour la passion qu'elle pouvait avoir pour le baseball, c'était quelqu'un qui sortait du lot, qui était hors norme, voire parfois qu'il fallait se méfier, ou alors qui représentait quelque chose d'un peu comique, un peu drôle, un peu hors norme. Et du coup, voilà, on est toujours dans cette histoire de légitimité où on ne leur accorde pas cette légitimité, même si, effectivement, elles ont la passion et également la connaissance du e-sport. Et là, ça me fait penser à autre chose que Yann peut-être aura l'occasion d'étudier ou a déjà étudié, puisqu'il il se met au manga. Mais je trouve que dans les mangas, dans les fictions de mangas sur le sport, souvent on va retrouver des femmes autour. Alors souvent c'est des shonen avec des garçons, des équipes de garçons qui sont les héros du récit, mais il y a toujours une fille, une jeune fille, souvent la manager du club. Mais en fait, elle est manager parce que le fait d'être femme lui interdit de jouer. Mais en revanche, elle est souvent meilleure
que la plupart des garçons qui sont dans le manga, et elle a souvent une connaissance accrue, y compris au niveau technique, au niveau stratégique. C'est souvent le cas dans les plus vieux mangas de baseball. Je pense à Whistle, j'en avais parlé un petit peu dans le premier podcast d'Écrire le sport, où on le voit encore dans certains mangas de baseball. Et c'est vrai que ce côté, finalement, les femmes peuvent avoir cette connaissance stratégique, cette connaissance technique du sport. Ça, c'est à la fois quelque chose qui pourrait normalement être commun, parce que tout le monde a accès à ce savoir-là du moment qu'il s'intéresse à un sport. Et en fait, ça en devient presque un objet militant, disant, mais regardez, elles aussi, elles sont légitimes parce qu'elles connaissent ce sport-là. Donc je trouvais ça intéressant de faire ces parallèles. Le truc, on le voit notamment dans le film de Panahi, c'est que ça ne traduit pas une réalité qui est sociale plutôt que politique. Parce qu'à Téhéran et ailleurs, moi je viens d'une culture orientale, je viens du Maroc, où les filles ont une culture sport et une culture football qui est admise par leur père, qui est admise par les hommes. Et en Iran, en fait, c'est pas tant la société plutôt que au fait, c'est juste le système qui oppresse, qui fait. On reconnaît aux femmes cette connaissance. Et on le voit, en fait, il y a un journaliste que j'aime beaucoup, James Montag, qui est une sorte d'Indiana Jones du football, qui est allé partout, mec incroyable. Et il est allé plusieurs fois en Iran. Il y est allé pour le derby de Téhéran, qui est incroyable. Je rêve de voir ça. Et qui a interrogé beaucoup de filles, et des filles avec des garçons, où entre eux, ils font pas le distinguo. Elle est une fille, elle n'y connaît rien, etc. Et ça ne reflète pas la société, la jeunesse iranienne et la jeunesse de Téhéran, cette répression des femmes et cette exclusion des femmes du football et du sport. Je voulais je voulais réagir sur ce que dit In, parce que c'est l'impression que en fait, j'ai vu le film il y a quelques jours, parce que j'en avais entendu parler depuis un moment, mais je l'avais jamais vu, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et en fait, j'ai senti ce que tu dis, notamment par rapport au comportement des garçons dans le film, parce que on sent qu'ils sont, que ce soit les autres supporters, mais aussi les policiers, on sent qu'ils sont plutôt bienveillants, en fait. C'est qu'il n'y a pas de volonté forcément, on sent qu'il n'y a pas un espèce de machisme ou une volonté d'oppresser la femme, etc. C'est que dans la première scène, une des premières scènes où la supportrice dont tu parlais est dans le car, on voit qu'il y a un garçon qui vient lui parler. Bon, je vais pas raconter, mais en gros, on sent qu'il a un peu peur qu'elle se fasse attraper par les flics. Il lui dit, voilà, tu risques d'avoir des problèmes, etc. Et puis, il y a un moment ensuite où quand elle s'approche du stade aussi, c'est que quand les flics l'attrapent, on voit que les autres supporters, donc des hommes, viennent un peu pour la protéger. Et puis, par rapport au rôle des trois policiers dont tu parles, qu'on voit pendant tout le film, ils sont là, ils gardent ces trois, enfin, ils sont trois, donc à garder, je crois qu'il y a 4 ou 5 supportrices, il me semble. Ouais, parce qu'il y en a une qui arrive après. Et on sent en fait qu'ils sont là, mais comme tu dis, je te rejoins, en fait, ils savent pas pourquoi ils font ça, en fait. Ils sont là, et puis ils ont juste peur d'être pénalisés s'ils font pas ce qu'on leur demande. C'est tout. Donc, on sent que ça, c'est la réalité, voilà. au fait. J'ai trouvé ça très intéressant, en fait, que c'est pas juste les hommes contre les femmes. Et beaucoup, au fait, les filles, en se grimant, souvent, en fait, c'est des potes, des hommes qu'elles connaissent, qui font en sorte de les faire rentrer avec eux. Et souvent, en fait, les filles qui se griment, et d'ailleurs, James Montag en parlait beaucoup, les hommes ne sont pas dupes. Une fois quand elles arrivent à rentrer dans les tribunes, ils ont repéré, au fait, les filles, mais personne ne les dénonce. Donc, au fait, il y a une solidarité. Donc c'est vraiment l'institution, la structure étatique qui là, du coup, vraiment s'affronte avec les us et coutumes, finalement, de la population, quoi. C'est important, effectivement, de faire la... Je trouvais que tu as raison, le film montre bien cette distinction à faire quand on parle d'oppression dans le monde
dans le monde, dans les pays musulmans, cette espèce de côté un peu arriéré, etc. Enfin, il y a une espèce de distinction à faire entre ce que pensent effectivement les hommes et ce que fait l'institution, quoi. C'est pas exactement. La c'est- société ouais. iranienne, de toute façon, et la jeunesse iranienne, plus généralement, est en complet décalage avec l'institution et les politiques répressives. Souvent, en fait, parfois, c'est la société qui inspire la restriction. Là, on a une restriction dont personne ne veut. Les hommes ne la veulent pas, les femmes ne la veulent pas. On l'a vu, les hommes qui mettaient des jupes et des tchadors, en fait, pour soutenir les femmes, etc. Et donc, cette solidarité dans le sport, c'était important aussi. Et Jafar Panahi, c'est son génie à lui, c'est que c'est tout le temps subtil. Mais ça ressort de manière puissante. Yann, voilà. tu as quelque chose à dire? Très rapidement, simplement, on voit aussi le rôle du stade comme endroit où les verrous peuvent sauter, les verrous dans la société ou vis-à-vis d'un pouvoir quel qu'il soit. Hein. On l'a vu souvent en Amérique latine notamment, c'est souvent le cas où le stade a cristallisé pas mal d'espaces de libération de la parole ou de libération. Voilà, donc c'est assez intéressant l'espace stade. Autre chose, de supporterisme. Dans le rapport homme-femme, c'est extrêmement complexe. On va bien au-delà de l'image du gros cliché du supporter. Au contraire, quand vous regardez dans une tribune d'ultra, il y a souvent pas mal de femmes qui font partie des mouvements ultra. Et donc, la chose est complexe. Et donc, on n'est pas sur les stéréotypes. Et dernière chose par rapport à ce que tu disais, Gaëtan, là, on est plus... Par rapport aux managers dans les mangas, ce qui est intéressant, c'est que donc elles sont montrées avec énormément de compétences, énormément de savoir, bon, souvent acquises aux côtés de leurs pères qui étaient eux-mêmes managers, mais bon, pas soit, passons. Mais elles ont énormément de savoir, etc. Elles deviennent, mais souvent elles sont remises à une position. Donc ça, c'est censé être émancipateur, mais elles sont souvent remises à leur condition de femme bonne à marier par un sentiment amoureux qui naît chez un joueur, ou en tout cas ne serait-ce qu'une gêne qu'il y a lorsqu'elles sont présentes près du vestiaire ou quel qu'il soit, près des hommes en fait, où il y a toujours cette tension-là qui vous rappelle, certes c'est la meilleure manager, mais bon, ça c'est une femme, potentiellement bonne épouse, etc. Donc dans les mangas, il y a... C'est un outil d'émancipation extraordinaire. Souvent, ça montre des performances athlétiques extraordinaires sur le sport pratiqué par les femmes. Mais il y a toujours le kicker qui vient derrière, tac, et qui vient rabaisser la femme à une condition de finalement une bonne épouse à marier. Donc il y a toujours cette double tension empowerment et cadrage. Sur ce que tu disais, c'est vrai que notamment sur les ultras, les supporters, bon, le super livre de Michael Correa sur l'histoire populaire du football montre très bien, parce qu'il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés aux ultras et à leur participation à des luttes en Égypte, des luttes sociales et démocratiques en Égypte ou en Turquie notamment, mais aussi dans le football italien, enfin avec les ultras, on va dire, à gauche et ceux qui sont plutôt extrême droite. Mais voilà, effectivement, la politisation d'une partie des supporters, ou alors effectivement, quand on regarde certains grands groupes de supporters, je pense à ceux de Lens par exemple, il y a un documentaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps où les femmes sont quand même extrêmement présentes dans les tribunes lensoises, donc effectivement très loin de l'image un peu bourrin du supporter ultra ou pas d'ailleurs, mais qu'on peut avoir. Et le stade qui à la fois effectivement peut être un outil un lieu d'émancipation, comme il peut être un lieu de discrimination. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est selon ce qu'on fait du sport. Mais donc, si on a terminé avec Int, il faut avancer pour essayer de pas être sur 2 heures. Je vais passer à mon œuvre. Donc, on va rester dans les sports collectifs. Et bien, on va retourner aux États-Unis, parce qu'on va parler de baseball. Alors, ceux qui me connaissent, ça ne va pas les étonner. Le film dont je vais vous parler, c'est celui-là. J'espère que vous le voyez. A League of Their Own, une équipe hors du commun. Oh là là, quelle surprise! Mais cela dit, quand on parle de sport au féminin, c'est un incontournable. Aux États-Unis, on considère que c'est l'un des meilleurs films de sport qui soit, et un des top films en matière de femmes
et de sport, parce que c'est à la fois un très bon film, c'est une très bonne comédie sportive, film de 92, réalisé par Penny Marshall, avec notamment Gina Davis dans le rôle titre, Laurie Petty, Tom Hanks, Madonna, donc un sacré casting, hein, c'est pas un petit film de baseball indépendant, ou voilà, c'est quand même, c'était un film qui avait un certain poids, une certaine importance, et d'ailleurs qui a été un succès commercial. Et puis par rapport à l'histoire qu'il raconte. Alors c'est une histoire romancée, mais assez fidèle tout de même sur l'état d'esprit et un petit peu le déroulé des choses, sur la ligue professionnelle de baseball féminin des années 40, la All American Girl Baseball League. On rajoutera le Professional Baseball League quelques décennies plus tard. Et d'ailleurs, la première année, c'était softball et non pas baseball, puisque ces joueuses venaient du softball et non pas du baseball. Et en fait, en 1943, les États-Unis sont en guerre, il y a des restrictions de partout, et la Major League se dit il n'est pas impossible que l'armée, que le département de la défense nous dise qu'il faut arrêter la MLB. Voilà, parce qu'il faut que les efforts de guerre soient redirigés ailleurs. Et en plus, la plupart des grandes stars de MLB, ou même les non-stars et les joueurs de ligue mineure, sont partis faire la guerre, soit réellement, soit dans les équipes de baseball qui tournent pour distraire les soldats. Et donc, du coup, ils ont l'idée, notamment Philip Wrigley, qui est le propriétaire des Chicago Cubs, dont un des plus grands clubs de baseball, et également Branch Rickey, propriétaire des Dodgers, enfin président des Dodgers, celui qui va signer Jackie Robinson quelques années après, décide de créer une ligue féminine qui pourrait permettre de garder, de garder du baseball professionnel, sachant qu'on ne peut pas trop jouer avec les hommes qui partent à la guerre. On va recruter des joueuses. Alors des joueuses de softball et non pas les quelques joueuses de baseball qui existaient encore, parce que c'est une période, dans les années 30, les femmes ont été majoritairement chassées du baseball pour être mis au softball, parce qu'on considérait que le baseball c'était pour les hommes, c'est grand, c'est la lumière, c'est un peu comme l'espace public, c'est pour les hommes, et le softball c'est un terrain plus petit, donc c'est plus c'est la cuisine, c'est le foyer, c'est un espace plus restreint. Donc voilà, on a décidé dans les années 30, année d'essor du softball, de recaser les femmes dans le softball. Donc la plupart des joueuses qui sont venues faire des essais à Chicago en 43, ce sont des joueuses de softball, et c'est le cas donc de nos héroïnes, Dottie et Kit Hinson, jeunes femmes de la campagne. Alors je ne sais plus exactement, mais genre, vous voyez, Iowa, un peu ce genre de coin des États-Unis, et à qui on va leur proposer de vivre en rêve, devenir professionnels de baseball. Et donc, tout le film suit la première année d'existence de cette ligue, avec les difficultés. Hein, forcément, des femmes qui jouent au baseball, c'est impensable, c'est anti-américain, les hommes vont retrouver justement des hommes en revenant de la guerre, donc c'est impensable. Et puis, ceux qui disent oui, il n'y a pas de souci, on va faire jouer des femmes, parce qu'en fait, on va leur mettre des jupes, parce qu'on les fait jouer en jupe, et ça va être sexy, ça va être sympa, ça va être vendeur. Forcément, on choisit que des belles femmes. Alors, notamment, il y a une joueuse qui est extrêmement douée, mais pas forcément dans les critères de canon de beauté. Au départ, on n'en veut pas, mais au final, elle est tellement bonne que les autres joueuses arrivent à l'imposer. Et puis, elles ont des cours de maintien. Hein, elles ont des cours de maintien, on leur apprend à bien se tenir, à tenir une bonne conversation avec les hommes, à bien s'asseoir, à bien marcher, voilà, à bien se maquiller, bien s'apprêter, etc. Donc, parce que la Ligue, l'idée, c'est une révolution à l'époque. Hein. Faire jouer, c'est peut-être, je ne sais pas si Yann pourra me confirmer, mais c'est peut-être la première ligue professionnelle féminine, tout sport confondu, en tout cas aux États-Unis, peut-être hors États-Unis. En tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Il y a des championnats semi-pro à l'époque de softball pour les femmes, mais ça reste quand même très, très limité. Mais une ligue vraiment professionnelle féminine, c'est quelque chose d'assez énorme. On rappelle, hein, genre la MLB, c'est encore ségrégué. Les joueurs noirs n'ont toujours pas le droit de citer. Ils sont obligés d'avoir leur propre ligue. Et là, la MLB décide de miser
sur les femmes. Donc le film est très drôle, très vivant, c'est un film qui est très bien réalisé, il y a de l'action, beaucoup d'action de baseball, donc les fans de baseball sont ravis, mais ceux qui ne connaissent pas le baseball, ils peuvent suivre très facilement, et on suit ce groupe de femmes, avec en plus un manager un petit peu particulier qui est joué par Tom Hanks, Jimmy Dugan, qui est un joueur alcoolique, qui a mis le feu à un hôtel, qui s'est blessé, donc du coup il peut plus jouer en MLB, et il échoue dans tous ses postes de manager, et puis là, en fait, il va forcément retrouver grâce aux yeux du baseball. Et puis, c'est un film qui a énormément d'importance dans la culture populaire américaine. Donc, j'en viens sur l'empowerment parce que, en fait, cette histoire, elle n'est pas connue du tout jusqu'à la fin des années 80. Jusqu'à la fin des années 80, cette ligue qui a duré de 43 à 54, tout le monde l'a oublié quasiment. Et puis, en 87, il y a un documentaire qui sort à la télé, A League of Their Own, donc le titre original, qui sera le titre original du film, qui parle de cette histoire, et Penny Marshall tombe dessus. Et Penny Marshall dit, je ne connaissais pas cette histoire, mais elle est incroyable, des femmes qui jouaient professionnelles au baseball, le National Pastime, le sport roi à l'époque, qui n'a aucun équivalent à l'époque. Et elle décide d'en faire un film, et le film va donner encore plus d'aura à cette ligue qui elle-même va quand même profiter d'une entrée permanente au Baseball Hall of Fame en 88. C'est-à-dire que jusqu'en 88, il n'y avait pas de section dédiée au baseball féminin au Temple de la Renommée et au Musée du Baseball. Donc à partir de 88, il y a une exposition permanente. Et puis en 92, le film donne une aura. Et en fait, ça va maturer un petit peu. Mais ce film va vraiment éveiller les consciences aux États-Unis sur la possibilité de réinvestir au niveau du baseball et non pas du softball le national pastime, le passe-temps national qui était l'ancien sport roi américain. Et donc, ça va participer à faire naître un amour du baseball et non plus simplement du softball auprès des femmes. Et ça va vraiment maturer pour se concrétiser à partir des années 2000 où on va retrouver de plus en plus de femmes dans des équipes parfois masculines, universitaires, lycéennes, amateurs, voire ensuite professionnelles. Et puis au niveau international également, puisqu'on va être créée la Coupe du Monde féminine de baseball, dont la France d'ailleurs va participer l'automne prochain. Ce sera sa première participation puisqu'elle était championne d'Europe cette année. Et puis d'ailleurs, dans le reste du monde, pareil, le baseball féminin va connaître un petit essor, mais un essor nouveau et qui va même nous toucher en France puisque maintenant on a une équipe nationale. Donc voilà, c'est un film qui est extrêmement important et qui, dans la culture américaine, a quand même une place particulière dans ces films sur l'empowerment et la capacité que les femmes ont à pouvoir prendre leur destin en main, pouvoir devenir indépendantes, parce que cette ligue a permis à beaucoup de femmes d'être indépendantes, de sortir de leur sphère familiale, de sortir de leur famille, de fuir parfois un mari. Parfois un mari alcoolique, violent, d'être engagé, ça leur permettait d'acquérir une indépendance financière et de pouvoir se projeter sur une vie nouvelle. Et d'ailleurs, on peut retrouver cette importance qu'a eu cette ligue sur ces joueuses-là dans le documentaire sur Netflix, Secret Love, sur ce couple de femmes qui, pendant 80 ans, se sont aimées en secret avant de faire leur coming out très récemment. Un très beau documentaire, et où quand même la place du baseball... Alors, on parle directement de la ligue, mais on le voit pendant tout le documentaire, elles portent le t-shirt de la ligue, elles ont des mugs, des pulls. Il y a toujours quelque chose qui les raccroche à ce passé pourtant lointain, mais qui leur a permis effectivement de prendre leur destin en main. Et je m'arrête là, parce que c'est comme Yann, après je vais trop parler. Alors, j'ai beaucoup aimé le documentaire, moi qui connais absolument rien de rien au baseball. Et ce que j'avais trouvé toujours, c'est que les gens se souviennent d'elles encore. Donc, au fait, elles ne sont pas tombées dans l'oubli. Cette histoire, leur histoire, au fait, elle n'est pas tombée dans l'oubli. Il y a encore des gens qui viennent. D'ailleurs, elle leur racontait comment elles signent des petites cartes, etc. Oui. Le film, c'est vraiment le film. Le film a donné un coup de boost à cette histoire qui avait été vraiment oubliée. Et même dans le documentaire Secret Love, il me semble que de temps en temps, elles ont des... je crois qu'à un moment donné, il y a une qui a un film, qui a un pull ou un t-shirt du film. Voilà.
qui est rentré vraiment dans la culture populaire, notamment une grande citation qui est There are no crying in baseball. On ne pleure pas au baseball. C'est quelque chose que maintenant tous les fans de baseball ressortent. Voilà, c'est une phrase Raconter culte. notamment ce que tu disais dans le film, j'ai jamais vu le film. Maintenant, je suis forcée de le regarder. Il faut que je le regarde. Sur le retour de la guerre, elles l'ont cité comme ça. En fait, on attendait des hommes au retour de la guerre. On ne pensait pas que des hommes ou des gens seraient intéressés de voir des femmes jouer au baseball. Donc, on nous a mis des jupes. Elles ont eu jusqu'à 1 million de spectateurs sur une saison. Je crois que c'était en 50 ou en 52 de mémoire. Asia, Yann Yann a peut-être quelque chose à rajouter sur un peu plus spécialiste que moi, peut-être. Non, alors, et pour rien vous cacher, moi, le DVD est en commande, donc j'ai pas encore vu le film. Ouais. Ça, ouais, c'est une honte parce que c'est un classique, effectivement, c'est un gros classique qui revient souvent. Et moi, ce qui m'intéresse, alors du coup, je pose une question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté souvent dans les représentations du sport, donc dans les films, généralement, on reproduit la male gaze, donc le regard masculin, qui va donc montrer la sportive dans certaines situations ou certaines postures, etc. Est-ce que là, dans ce film-là, tu vois une tentative de déconstruire ça? Alors, tu disais que on leur montrait comment se comporter vis-à-vis des hommes, etc. Mais est-ce que derrière, il y a un discours de rejet de ces pratiques-là? Oui. Alors, Dottie Hinson, qui est jouée par Gina Davis, son mari est à la guerre. Donc, c'est une femme qui est très amoureuse de son mari, qui est très inquiète, comme d'ailleurs plusieurs joueuses ont leur mari qui est à la guerre, donc elles ont toujours peur de recevoir la nouvelle comme quoi il est mort. Et donc, elle, en gros, elle a ce côté, c'est la plus douée du championnat, c'est la star, c'est celle qui va permettre au championnat de décoller parce qu'elle a un niveau de fou. Tout à l'heure, on parlait des représentations sportives hyper talentueuses qui connaissent. Mais effectivement, elle connaît aussi bien le jeu que Tom Hanks, qui joue quand même une des anciennes stars de la MLB. Et donc, et en plus, son personnage est inspiré de joueuses de très grands talents qui ont existé. Et donc, elle joue ce double aspect. C'est-à-dire à la fois, sportivement, c'est un monstre. Elle est super forte. Elle est plus forte que le reste de la ligue. Mais le baseball, c'est juste un passe-temps parce que ça permet à sa sœur de pouvoir la suivre et d'intégrer la ligue. Mais elle, en gros, elle attend juste que son mari rentre pour retourner, avoir sa vie de famille, faire des enfants. Il y a ce double aspect-là. Bon, après, je ne vais pas spoiler, mais vous allez voir comment ça va évoluer. Mais après, dans tous les autres personnages, effectivement, il y a plein de profils très différents. Donc sa sœur Kit, par exemple, est un garçon manqué, on pourrait dire ça comme ça, qui vit dans l'ombre de sa sœur. Il y a Marla, par exemple, qui est une joueuse qui est pas très belle, mais qui est aussi forte que tous les hommes de son équipe que son père a entraîné. Donc en fait, elle a énormément de puissance, mais là, comme elle est pas forcément super canon selon les critères de beauté de l'époque, eh ben on considère au départ le recruteur, il n'a pas trop envie de la prendre. C'est des joueuses qui doivent l'imposer. Madonna joue une fille qui, en gros, vient de milieux. On pense qu'elle devait être danseuse érotique ou quelque chose comme ça. Donc, bon, elle vient avec ce profil-là et elle, en fait, par le baseball, elle essaye de s'extraire de la sexualisation dont elle fait, dont elle était dans le piège. Voilà, enfin. Oui, le film, en fait, il essaye de montrer, mais ce qui était en fait la réalité de cette ligue, c'est qu'il y avait des femmes au profil extrêmement différent, avec des parcours extrêmement différents, qui étaient sous le poids soit du regard des hommes sexués, ou sexualisés, soit dans des familles qui les destinaient à avoir telle ou telle vie, soit dans un couple qui ne fonctionnait pas avec une famille, un mari, des enfants qui les oppressaient parce qu'elles avaient l'impression qu'elles ne pouvaient pas rêver à autre chose. Et elles ont réussi à s'extraire de ça, comme je disais tout à l'heure, à trouver une indépendance, une liberté qui a duré jusqu'en 54 pour certaines. Mais oui, le film met quand même en avant ce côté-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un film... on pourrait penser que c'est un film lisse, parce que c'est un film hollywoodien avec des grandes stars hollywoodiennes,
Mais non, s'il a été aussi inspirant et s'il est aussi important dans la culture sportive populaire américaine, c'est parce qu'il y a vraiment cette idée de liberté, d'indépendance, d'empowerment, à la fois individuelle et collective. Parce que tout à l'heure, tu parlais de sororité dans le cadre du soccer. Mais là, c'est pareil. Elles se soutiennent. Elles se soutiennent et chacune, quand il y en a une qui a des difficultés, elles essaient de trouver des solutions collectives pour les soutenir, quoi. Donc, c'est en gros, on est tous dans le même bateau pour redéfinir un peu cette société. Alors, c'est une parenthèse, parce que la Ligue termine en 54, et puis le baseball féminin va retomber dans le néant pendant un certain nombre d'années, pendant plusieurs décennies. Mais c'est une parenthèse enchantée qui a montré que c'était possible. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de dire que c'était possible dans les années 40. Alors pourquoi ça, c'est pas possible maintenant? Et je pense qu'il y a ça aussi qui a beaucoup joué. De se dire, si c'était possible dans les années 40, pourquoi ça peut pas être possible dans les années 90, 2000, 2010, etc. Une bonne conclusion. Eh ben, écoutez, oui, on va conclure là, comme ça, on ne battra pas. Ah non, c'était pas pour dire arrête de parler. Non, je dis que ça conclut bien l'exposé que tu as fait sur le film, parce que du coup, ça donne une piste de réflexion. Si c'était possible dans les années 40, effectivement, aujourd'hui, pourquoi ça ne le serait pas? Exactement. Alors après, je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, questions. Moi, j'avais juste... pas forcément sur le film dont tu viens de parler, parce que je sais que je suis impardonnable, mais je ne l'ai pas encore regardé, parce qu'il n'était pas sur Netflix ni sur Amazon Prime. Je vous mets sur ma liste, hein, vous inquiétez pas. J'ai regardé, je voulais le regarder pendant le confinement en plus, parce que je me suis fait une liste et je ne l'ai pas trouvé, mais il faut que je le regarde, parce que c'est effectivement un incontournable, et le fait que tu le choisisses me l'a confirmé. Par contre, en t'écoutant, enfin en vous écoutant parler toi et Yann, en fait, ça m'a, surtout en écoutant les arguments que tu donnes et quand tu parles des personnages, enfin de cette diversité de personnages là, ça m'a fait penser à une série plus récente que j'ai vue sur Netflix, c'est la série Glow. Je sais pas si vous en avez, si vous avez entendu parler de cette série, si vous l'avez regardée. Effectivement, ouais. C'est une série que j'ai trouvée géniale parce que, pour vous expliquer en quelques mots, parce que on a tous une vie, on va arrêter là, mais l'idée, en fait, ça se passe pendant les années 80 et ça raconte une bande de filles, en fait, qui sont toutes un peu paumées, voilà, bon, il y a une actrice, voilà, qui enchaîne les petits boulots parce qu'elle trouve pas de contrat. Il y a une fille qui veut s'émanciper parce que, effectivement, elle grandit dans une famille où ses deux frères font du catch, mais voilà, il y a une espèce de pression. Voilà, elles ont toutes des femmes divorcées. Il y a toutes ce sortes de différents personnages. Elles se connaissent pas au départ. En fait, elles passent un casting pour une émission de télé autour du catch qui est réalisée par un producteur raté. Voilà, qui cherche un nouveau projet pour relancer sa carrière. Et en fait, c'est vraiment une série d'empowerment parce que on part d'un prétexte qui peut-être dans ce cas précis, c'est le catch, peut-être dans d'autres œuvres, ça va être le baseball, peut-être que dans, je sais pas, le film Battle of the Sex sur l'histoire entre Billie Jean King et du match entre Billie Jean King et Bobby Riggs, ça va être le tennis là, mais finalement c'est la question de l'émancipation des femmes, où en fait le sport va leur servir pour effectivement sortir de leurs conditions, parce qu'elles trouvent une espèce de motivation pour reprendre confiance en elles, pour reprendre le cours de leur vie, parce qu'elles connaissent rien au catch au départ, et puis c'est intéressant parce que d'un point de vue sportif, on rentre vraiment dans la technique, on suit l'entraînement avec les prises, le fait voilà, qu'elles doivent apprendre à tomber pour ne pas se faire mal, etc. Et en parallèle, en fait, on suit leur vie et on s'attache aux personnages, et plus on avance, parce qu'il y a eu 3 saisons, plus en fait on rentre dans leur vie, et moins on va sur le sport. Et du coup, il y a une espèce d'évolution naturelle qui se fait, qui est très intéressante. Et tu parlais tout à l'heure de l'apparence physique. Pourquoi j'ai cité Glow? Parce que j'ai été vachement très agréablement surprise par le fait qu'il y a il y a un paradoxe dans cette série où on a d'un côté, c'est vrai, le côté un peu girly, parce que ça se passe dans les années 80, il y a les strass, les paillettes, elles sont en juste au corps, elles sont hyper maquillées, et puis elles ont toutes un peu un personnage un peu comme dans le catch, hein, en général, on a tous le bon, le méchant, etc. Et en même temps, en fait, elles crient, elles sautent partout, elles sont là à s'insulter. Il y a un côté vraiment, tu disais tout à l'heure, tu parlais de badass, mais il y a vraiment ce côté-là, et en même temps, c'est pas glamour, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Enfin, ça donne une image
ça renforce cette image vraiment qu'on a aujourd'hui de la sportive qui a le droit d'être qui a le droit d'être décoiffée, qui a le droit voilà de jurer, de mal parler, de faire des grimaces, voilà, je voulais juste rebondir sur cette histoire de les personnages dont tu parlais, cette histoire d'apparence où en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans le féminisme, en tout cas dans le sport, on essaye un peu de se sortir de cet esthétisme-là, ce besoin toujours à ce que les sportifs soient toujours bien sapés, bien coiffés, bien maquillés, etc. Et c'est plutôt positif qu'il y ait des œuvres justement qui encouragent ça. Voilà. Après, ce qui est intéressant, alors Glow, moi, ça fait partie, c'est dans ma liste Netflix, bon, qui est assez longue, hein, mais c'était une série que j'avais repérée. Mais je pense que là, dans le cadre de Glow, comme dans le cadre d'une équipe hors du commun, c'est le sport effectivement émancipateur, mais le sport professionnel, parce qu'il permet une indépendance financière, qui permet une totale indépendance, une totale liberté, alors que le sport amateur a toujours la contrainte que la femme doit retourner souvent auprès de sa famille, auprès de son mari. Donc, l'indépendance, elle dure le temps qu'elle va faire du sport. Mais effectivement, quand on parle de sport professionnel, ça permet une indépendance totale. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans ce genre de séries ou de films ou de romans ou les documentaires. C'est de montrer cette capacité-là du sport émancipateur totalement. Le souci, après, on en revient, c'est que le sport féminin aujourd'hui, économiquement, ça n'a pas d'équivalence avec le sport au masculin. Donc, du coup, les débouchés sont rares, les places sont chères. Et on en revient tout à l'heure à ce qu'on disait, la légitimité, elle n'est pas forcément la même pour les femmes selon les pays, selon les sports. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Ou est-ce qu'on se termine à 1h30 de diffusion, ce qui nous resterait quand même relativement je pense qu'on peut faire encore 3 heures hein, facilement. Oui, on pourrait très facilement faire encore 3 heures. J'ai encore plein de choses à dire. Alors ça, sur mon film, je vous conseille, parce que c'est sorti juste avant la crise sanitaire, c'est ce livre en anglais. Donc c'est The Incredible Woman of All American Girl Professional Baseball League, donc Annika Orok. Voilà, c'est une dessinatrice hyper talentueuse et en plus du film, si vous voulez quelque chose de relativement accessible, si même qui comme moi vous n'avez pas un super anglais, c'est un super bouquin qui reprend énormément de paroles, d'interviews des joueuses. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on voit dans le film et ce que je vous ai dit. Ça permet de voir vraiment l'importance qu'avait cette ligue pour les joueuses. Merci beaucoup, Inde, de nous avoir rejoints sur ce podcast. Merci Asia. Merci. Et merci Yann. Merci. On aura certainement l'occasion de se revoir sur un autre thème. Et puis, je le répète, en plus de ce podcast, il y aura, si ce n'est pas encore sorti, l'interview de Melissa Plaza par Fred de l'association. Donc vraiment pas mal de vidéos hyper intéressantes à voir sur notre chaîne YouTube et en podcast sur différentes plateformes. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez ce podcast. Et à bientôt. Ciao. Ciao.